Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller chez tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Ça y est, c'est la rentrée officielle et après l'épisode de la semaine dernière qui était à plusieurs, on revient avec un épisode plus classique mais qui va être très fourni. Pour ce premier épisode de la saison, je suis très bien accompagné puisque je suis avec une des plus grandes groupies du Floodcast, ce qui nous fait déjà un point commun. Et d'ailleurs, ce style de présentation n'est pas du tout inspiré de cette émission. Il a fait une prépa ingénieur où il est resté 3 ans, puis 2 ans en école d'ingé pour s'apercevoir que finalement, c'est pas si ouf et qu'on est quand même mieux à créer des trucs. C'est Ariella Randriana Solo. Bonsoir, merci. Ça va ? Écoute, ça fait grave plaisir. C'est très content d'être là. C'est cool. Tu partages ce plaisir avec moi parce que je suis hyper content que tu sois dans l'émission. Donc avec toi, on va parler de tes 3 ans en internat pour la prépa. Exactement. Ingénieur. Et ensuite, on va parler des 2 ans en école d'ingé et pourquoi d'un seul coup t'as quitté ça. Est-ce que d'ailleurs c'est d'un seul coup ou est-ce que c'est pendant 5 ans t'as souffert comme ça pour au final repartir. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous avez aimé l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Voilà, j'ai fait ma petite présentation, mais évidemment, les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? C'est une heure de chat. Qui êtes vous? Et comment vous arrivez jusqu'à moi? Je m'appelle Yves Sandemir. Vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Donc je sais pas si tu connais le pitch elevator. Ouais. Le concept du pitch elevator. J'ai déjà entendu parler. Ouais. C'est assez cool. C'est un truc un peu compliqué quand même parce qu'il faut être concis et efficace. C'est ça. En quelques minutes, donc on va essayer. Ça va pas être facile, mais ça devrait aller. Et donc pour expliquer aux gens, le but du jeu, c'est que Harry réponde aux questions en 1 minute, donc comme une présentation dans un ascenseur. C'est ce qu'on apprend des fois en grande école quand on essaye de convaincre sur un projet. On nous dit c'est comme si vous montiez dans un ascenseur et que vous demandiez au boss de prendre votre projet, et du coup il faut tout de suite être convaincant. Donc là c'est à toi de nous convaincre. Bon, on va essayer. Allez, la pression est mise. Bon alors c'est parti, je prends ma voix de majordome, je t'ouvre la porte du monte charge. Bienvenue monsieur dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé et c'est moi qui vous pose les questions. Ok, bonjour Bernabé. Bonjour. Prêt ? Oui. C'est parti. Alors nom de famille. Randriana Solo. Prénom. Ariella. Âge. 25 ans. Matière préférée au collège et au lycée. Je dirais l'anglais. 8 x 6. 48. Ta passion actuelle. Ma passion actuelle, l'écriture et la vidéo, les vidéos. Ok. Les vidéos en général. C'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était 10h du matin. Ton artiste du moment? Compliqué, Jacob Collier. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petit? Basketteur. La couleur du canapé derrière moi? Taupe. Je crois qu'on dit ça. Est-ce que tu as écouté le dernier épisode du podcast? Pas le dernier. J'ai commencé à écouter le dernier. On a un fidèle avec nous. Quelqu'un qui t'inspire? Quelqu'un qui m'inspire... Timothée Hochet. Ton endroit préféré? Chez moi. Si tu étais un animal? Un corbeau. Et top! Je crois que j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, nous sommes arrivés. Merci monsieur d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Merci Bernabé. Bon alors, ça s'est bien passé? Pas trop de pression? Non, en vrai ça va. Il y a... Non, en vrai ça va. Et sachant que le canapé est moutarde. C'est moutarde. Ouais. La taupe c'est gris. C'est tout. Bah non, mais je connais pas beaucoup. Je suis très
pas bon en couleur, je les vois mais je connais pas leurs noms. C'est pas grave. C'est pas ma fibre. C'est pas un souci. On est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. En formation tortue. Formation tortue. Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas là. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir... pour devenir quoi, justement? On va se poser la question, puisqu'on va parler de ta formation. Pour commencer, toi... t'as fait quoi comme bac? Comment t'étais comme élève? Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours sur le collège, lycée? Ouais, c'est un parcours assez... moi, je dirais classique. Moi, je suis d'originaire d'une petite ville qui s'appelle Bonneval, qui est en Eure-et-Loire, pas à côté de Chartres. Ok. Donc, en Eure-et-Loire, en région centre, dans la Beauce, dans la campagne. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège. J'ai changé de ville quand je suis allé au lycée, du côté de Châteaudun, donc c'est 15 minutes en bus plus loin. Et la petite particularité, c'est que mon année de troisième, je l'ai pas faite en France. Okay. Je l'ai faite à Madagascar dans un collège malgache. Ok, j'en ai. Donc j'ai passé mon brevet là-bas, j'ai passé mon brevet malgache et du coup il y a pas mal de choses. Enfin, par exemple, tu vois, il y a le stage en entreprise que moi j'ai pas fait. Ok. Mais du coup, ça a pas. Le stage d'entreprise qui a pas apporté à beaucoup, je pense. Ouais. Ça a pas été une révélation pour beaucoup, je pense. Je sais pas, mais je l'ai fait. J'étais pas là, donc j'ai fait 1 an et puis je me demandais si ça allait passer et arrivé en France, ils m'ont dit que c'était bon, quoi. Ouais. Ok. Et pourquoi t'as fait ce stage si c'est pas indiscret? Enfin, pourquoi t'as fait ta troisième à Madagascar? En fait, je devais partir avec mes parents en 2009. Sauf que en 2009, il y a eu des problèmes politiques. Il y a eu un coup d'État et du coup, c'était assez compliqué en termes le climat politique. Ouais. Donc mes parents, ils avaient déjà l'idée de nous faire 1 an à Madagascar et on a retardé du coup quand on est parti en 2011-2012 pour faire notre année de troisième. Donc moi j'étais dans un collège malgache et mon petit frère qui était avec moi, il était dans un collège français. Et mes parents, ils avaient réussi à prendre une année sabbatique pour pouvoir partir. Très bien. Et toi, tu te considères comme quoi comme élève? Est-ce que t'es un gros travailleur? Comment ça se passait pour toi au collège-lycée? En termes social et en termes de notes, tu vois, comment t'étais à cette époque-là? Moi, j'ai beaucoup eu la phrase « peut mieux faire ». En gros, j'avais des capacités, mais je suis quand même un peu un flemmard quand j'étais à l'école, quoi. Donc, il y a des matières où j'étais quand même plutôt bon. On voit qu'au fil des années, mes notes baissaient. Quand au début du collège, j'avais 16 de moyenne et j'avais pas mal de facilité. C'était facile, quoi. Et puis, petit à petit, j'avais de moins bonnes notes. Moins bonne note, ça reste 15 de moyenne, 14, 15, donc ouais, ça va. C'est des bonnes notes. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Ouais, mais c'est au lycée. Au lycée, ça a descendu parce que j'ai geeké plus, mais ça va. En fait, je suivais bien, mais juste j'étais un élève qui fait ses devoirs au dernier moment, quoi. Ouais, le classique. Donc, je connais des potes, ils faisaient tout directement, tu vois, mais moi c'est ce truc de Ok. Faire le truc à la dernière seconde. Ouais, du coup t'as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac S. SP physique. Ok. SP physique. C'était un choix de ta part ou pas? Ouais, quand en même. vrai. C'est pas les parents qui ont poussé un peu et tout? Non, pas du tout. Ok. Parce que du coup à l'époque, parce que maintenant je crois que c'est plus le cas, mais il y avait le choix entre spé maths et spé SVT. Ok. Et j'ai détesté la SVT et les maths, je pensais que j'étais pas assez fort, du coup je me suis tourné vers spé physique, quoi. Et donc j'ai fait ça. Et ça s'est bien passé, le bac, nickel, tu l'as eu haut la main? Pas haut la main, parce que au final j'ai eu 11,98 je crois. Il me manquait 5 points, ils ont pas voulu me donner pour la mention, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un petit truc.
En même temps, aujourd'hui, si on peut rassurer les gens, qui s'intéresse à ta mention à 25 ans? Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, il y a des gens, ils ont des moins bonnes notes au bac, mais ça en reste des élèves brillants, quoi. J'ai un de mes meilleurs potes, il avait eu 14 au bac, mais maintenant il a un parcours il est aux États-Unis dans une des meilleures écoles dans son labo, quoi. Donc c'est très fort. Ça va pour lui, quoi. Ouais. Carrément. Ok. Du coup, juste après ça, t'es parti direct en prépa ingé, ou est-ce que t'as fait un truc avant, ou c'était directement ton choix? Alors en fait, après le bac, je savais pas du tout quoi faire. Pendant le lycée, je m'étais posé pas mal de questions, genre je voulais faire statisticien ou un truc en rapport avec des maths. Je m'étais dit que je voulais potentiellement faire ingénieur. Ouais. Donc il y avait plusieurs choix. Soit j'allais à la fac, mais il fallait que je sois dans les meilleurs de la promo. Soit je pouvais faire un IUT. Soit je faisais une prépa intégrée dans une école privée. Soit faire une prépa, passer les concours, et ensuite rentrer dans une école. Et du coup, vu que je suis quelqu'un qui a besoin d'être poussé, et je me suis dit je vais faire prépa, et même si je savais que tu dois beaucoup bosser et que c'est particulier comme ambiance, je m'étais dit que pour moi j'avais besoin de cadre pour pouvoir bosser, parce que si j'avais pas eu de cadre j'aurais tourné en roue libre et ça aurait été assez terrible. Donc prépa du côté de Chartres, donc à 45 km de chez moi, et j'étais en internat. D'accord. Et du coup, cette prépa, c'était que sur 1 an et après tu rentrais si t'étais bien placé, ou c'était sur plusieurs années? C'est 2 ans. 2 ans de prépa. 2 ans. Moi, je l'ai intégré en sciences. T'as 3 filières. Enfin, il y en a plusieurs. Mais il y a MP, donc maths physique, sciences de l'ingénieur. Il y a PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Après, t'as BCPST, donc c'est pour les bio. T'en as d'autres où c'est PTSI, mais il y avait pas ça dans le lycée où j'avais postulé. Okay. Donc c'était soit PCSI, soit MPSI. Okay. Et moi, vu que je voulais pas bouffer trop de maths, je m'étais dit PCSI, et vu avec mon bac S spé physique, je m'étais dit que ça allait être le bon truc pour moi. Et c'était au tout début dans l'optique de faire ingénieur chimiste. Et alors au tout début c'était ingénieur chimiste, et après ça a fait quoi? Du coup j'ai fait 2 ans en internat en classe prépa. À la fin des 2 ans j'ai pas eu d'école, et du coup il y a eu une question de ma part de est-ce que je vais à la fac pour ensuite intégrer une école, ou est-ce que je fais autre chose. Et je m'étais dit je vais essayer quand même d'avoir une école cool, quoi. Donc j'ai redoublé, j'ai refait mon année, donc on appelle ça une 5,5, et pour avoir une école d'ingé après, et du coup j'ai été intégré à Cachan à l'ESTP, donc c'est l'école spéciale de travaux publics. Ok. En filière topographie, donc c'est la filière pour être géomètre expert. D'accord, ok. Est-ce que tu veux expliquer ça consiste à quoi, géomètre expert, juste rapidement, quoi? Ouais, géomètre expert, ce sont les techniciens ou les personnes que vous employez quand vous voulez créer des limites sur des terrains que vous voulez construire. Par exemple, c'est le géomètre expert que t'appelles pour faire tes délimitations juridiques quand tu veux monter un bâtiment. Et c'est aussi au géomètre expert qu'on fait appel pour faire les cartographies des rues, Ok. Voilà. Bon, je pense que ça va, c'est assez clair. Mais du coup, t'as quand même fait 3 ans de prépa. Ouais. Faut expliquer aussi aux gens que c'est normal de redoubler une année de prépa, et donc de faire une 5,5, parce qu'en fait on vise la plus grande école qu'on puisse, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un truc qui est assez commun en école d'ingénieur, en prépa, de vouloir faire mieux, donc d'avoir de meilleures écoles. Donc si t'as bien vécu tes 2 ans, des fois ça peut être judicieux de tenter mieux et et refaire une année. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu du mal à faire une année, parce que c'est quand même dur et c'est particulier. Moi j'ai eu la chance d'être dans une prépa où j'étais bien intégré et je l'ai bien vécu avec des personnes qui étaient formidables et tout. Des personnes avec qui j'ai beaucoup rigolé et on a beaucoup aussi travaillé, donc
a beaucoup vécu ensemble, mais je sais que dans certaines prépas, surtout les prépas les plus élitistes comme les prépas parisiennes ou les grandes prépas de France, c'est une autre ambiance et c'est peut-être moins convivial. Et je sais qu'il y a des gens en école d'ingénieur que j'avais rencontrés qui l'avaient plutôt mal vécu, quoi. Est-ce que tu veux expliquer un peu pourquoi la prépa c'est spécial, selon toi? C'est spécial parce que pendant 2 ans de ta vie, tu vas plus voir tes profs que tes propres parents. Ouais. Et t'as 40 heures de cours par semaine, plus un truc qu'on appelle l'école. Donc c'est des entretiens oraux de 1 heure. T'en as 2 par semaine dans des matières différentes. Et c'est pour préparer les oraux d'école d'ingénieur. Donc pendant 1 an, tu vas avoir des cols en anglais, en français, maths, physique, chimie, et ça te prépare au moment des concours, pendant les oraux, on te donne un exercice à faire, et toi tu dois le présenter au tableau et expliquer comment t'as fait. Et ensuite, c'est ce qui te permet d'intégrer une école souvent. Mais par exemple, une colle en maths. Ouais. Le prof ou la prof, on appelle ça le colleur ou la colleuse, elle va te demander une question de cours et une démonstration à expliquer. Donc là, tu dois cracher ton cours et expliquer pourquoi telle chose engendre telle chose. Donc une question de cours, et après, du coup, il y a ce truc, t'as un exercice qu'on te donne et tu dois le faire au tableau et ensuite le présenter. Et ouais. C'est pour ça que t'en fais 2 à 3 par semaine. Et ce qui est aussi particulier, c'est que toutes les semaines, t'as un devoir surveillé de 4 heures. Donc donc c'est des grosses évaluations à chaque fois. Ouais. Enfin, c'est archi rythmé ta semaine. Ouais. Et puis t'as aussi tu dois réviser, t'as beaucoup de devoirs. Mais c'est quoi une journée type d'un étudiant en prépa? Ouais. Tu te lèves tôt, t'as peut-être pas beaucoup dormi parce que t'as révisé la veille ou t'as eu un DM à finir ou t'avais tes exercices à faire. Souvent le matin t'as 2 heures de maths, puis après t'as 2 heures de physique, ensuite tu vas manger, et puis après t'as 2 heures de chimie, 1 heure de français, 1 heure d'anglais. Donc là, à partir de là, si je compte bien, ça fait 8 heures. Si t'as une colle, tu pars tout de suite en colle derrière. Ensuite tu vas manger et juste après le repas, ça dure 20-30 minutes, tu vas retravailler pour les cours de la veille. Et tu te couches à 23, à minuit, 1 heure, 2 heures, tout va dépendre du boulot que t'as, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot et tu dois réviser sur toutes tes grosses matières, et c'est ça pendant 2-3 ans. Et toi, ça s'est bien passé du coup ces 2 ans, ces 3 ans, pardon? Dans l'ambiance, ça s'est bien passé. Moi, c'est une période que je regrette pas du tout. Ouais. J'étais avec des personnes qui étaient vraiment formidables et des gens que je continue de voir et tout. D'ailleurs, les Morets, si vous m'écoutez, petite dédicace, ça fait plaisir. Et même sur le rythme de travail, toi, ça t'allait, ça te faisait pas peur, ça? En fait, ça me faisait pas peur, mais je me disais c'était bénéfique parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai besoin d'un cadre, même si c'est dur. Ouais. Donc j'en avais besoin. Après, moi, pour être très clair, j'étais pas dans les meilleurs élèves, mais j'arrivais à tenir, quoi. Donc, en fait, des fois, c'est un peu le mental, quoi. Donc, il faut tenir. C'est pas forcément évident, mais quand t'es en internat, l'avantage c'est que tu t'es toujours avec les mêmes gars ou les mêmes filles, et tu crées des liens, et c'est comme un peu si c'était tes frères et sœurs, vu que tu vois qu'eux. Et du coup, tu crées des liens et ça te motive pour continuer à travailler. Quand il y en a un qui est fatigué, il y en a 5 autres qui peuvent le relever, et inversement. Ouais. Mais c'est... Bon, en tout cas, je l'ai très bien vécu. Je sais pas pour les personnes qui étaient en prépa, dans les prépas plus élitistes, où là, je pense que c'est plus dur. Ouais. Mais le mental fait beaucoup. Ouais, toi, c'était une prépa gratuite à l'école, une prépa publique dans un lycée. Ok. C'était certains lycées proposent des lycées normaux et une filière prépa. Par exemple, en région centre, il y a Chartres, il y a Tours, il y a Orléans. Ok. Et j'imagine que t'as senti quand même un cap entre le bac et la prépa.
Toi, tu l'as vécu comment? Ouais, ça a rien à voir. Tu t'es adapté comment, en fait, à ça? Ça a rien à voir parce que le niveau, t'es vraiment dans le dur, là. En fait, ce qui est trop marrant, c'est que quand t'es au lycée, des fois, tu crois connaître ce que c'est les maths et la science. Puis t'arrives en prépa et tu te rends compte que tu connais rien, en fait. Et que t'as vraiment, au lycée, t'as gratté une toute petite partie et là, tu rentres dans le vif du sujet pour aller dans des coins très, très, très précis et tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de boulot et ça demande une vraie discipline et une hygiène de vie aussi parce que c'est pas évident. Ouais, on a déjà interviewé un ingénieur qui a fait une prépa et qui a fait une école d'ingé, et lui il disait que en fait ce qu'il avait appris en seconde, première, terminale et qu'il pensait que c'était juste de la théorie et généralement on sait pas à quoi ça sert, lui il s'en est rendu compte au moment de rentrer dans l'école d'ingé ou dans la prépa. Il s'est dit mais c'est à ça que ça a servi le fait que j'apprenne ça. Genre il y a une vraie utilité à apprendre les maths, tu vois. Ouais, mais c'est ça, et puis c'est des maths quand même assez poussées quoi, donc oui, ça t'aide beaucoup. Après, c'est tellement un niveau de détail compliqué en prépa que des fois, c'est un truc que tu reverras plus jamais de ta vie, quoi. Mais tu te rends compte, de l'utilité de ce que t'as fait avant. Mais par exemple, moi, ce que m'a apporté la prépa, et peut-être je pense on en parlera plus tard, mais ça m'a apporté une manière de travailler. Maintenant, tu travailles sous pression, c'est avec un gros rythme. T'es en contact avec la pression à peu près tout le temps, et sous le stress, t'apprends à travailler vite et à travailler efficacement. Et je pense que ça m'aide maintenant quand je me dis que j'ai une deadline, je sais me mettre au travail assez rapidement, quoi. Donc. Mais t'es pas déconcentré par ton téléphone quand tu travailles, quoi. Quand je suis dedans, j'arrive à me mettre dedans, quoi. Mais des fois, ça peut être plus lent, mais dès que je suis dedans, j'arrive à me concentrer. Faut que tu m'apprennes alors. Moi, c'est quand t'as fait ça à 2 ans, 3 ans, tu sais à peu près comment tu fonctionnes et comment travailler, mais ça m'a pas mal aidé. J'aimerais faire une étude depuis que TikTok est rentré dans la vie des gens. Le taux de réussite en prépa, est-ce qu'il est pas moins élevé, tu vois? Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment la concentration. Je sais pas trop parce que avant il y avait Vine, tu vois. Ouais. Et Vine, c'est à peu près pareil que TikTok, tu vois. Et encore, c'est plus rapide, hein. Vine, c'était 6 secondes et tu passes à autre chose, quoi. Donc, je sais pas. Mais je me souviens plus, t'avais ce défilement sur Vine de slide vers le haut. Non, c'est un peu comme Instagram, c'était ça. Tu scrolls, quoi. Ouais. Et là, je crois que c'est vraiment ce slide vers le haut qui fait que ils ont eu. Ouais, non, parce que après, j'ai pas de TikTok, je l'utilise très peu. Vu que l'appli, elle te fait le swipe automatiquement, tu peux laisser ton téléphone et il tourne tout seul, alors que quand tu scrolles, il y a peut-être un petit effort à faire en plus. Mais ouais. Ok. Et du coup, après ces 3 années de prépa, ça y est, t'es en école d'ingé. Déjà, c'est laquelle? C'était l'école spéciale de travaux publics. Donc, c'est une école d'ingénieurs à Cachan. Y a pas mal de gens qui disent que c'est une bonne école. C'est, je pense, une des meilleures écoles dans le cadre du bâtiment et de la construction. Ok. Je pense que c'est la deuxième avec mine et pont et chaussée et tout. Mais je suis arrivé là-bas dans la filière topographie, donc. Ok. Et du coup, ça t'a plu, ou quand t'es rentré, qu'est-ce qui a changé par rapport à la prépa, notamment en charge de travail, l'ambiance, tu vois, les gens? J'imagine que d'un seul coup, tous les gens que t'avais pendant ces 3 ans en prépa, ils se sont un peu dispersés. Ouais. Et du coup, ça y est, faut refaire l'effort de socialiser avec des gens qui peuvent être différents, t'as plus l'habitude et tout. Comment ça s'est passé pour toi, cette entrée? D'un côté, c'est très libérateur d'arriver en école d'ingénieur, parce que tu te dis, après 3 ans où t'as travaillé à mort et que tu t'en ressens les conséquences aussi, t'arrives en école d'ingénieur et tu te dis, c'est bon, j'ai travaillé 3 ans pour ça, donc quand t'es dans l'école que t'aimes, t'es content, il y a moins de travail, et du coup il y a plus de soirées, tu rencontres pas mal de gens. Tu peux refaire des activités, quoi, le sport, en école d'ingénieur, t'as un truc où t'as plein d'assos, des associations, et t'as de tout, t'as du gaming, t'as de la pétanque, t'as du théâtre, photo, aquaponie. Très vrai. Non, mais c'est vraiment, t'as vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, ça te permet de t'ouvrir, et puis tu découvres de nouvelles personnes. Je pense pour les personnes qui étaient un peu
qui étaient un peu seuls en internat où c'était dur, il y a des personnes où ça les fait souffler et du coup... Mais toi, ça allait l'internat en fait, ça te posait pas de soucis quoi. Non, parce que même si j'étais pas très bon en cours, on se soutenait les uns les autres. Et dans notre groupe, c'était très varié en termes de niveau. Il y avait pas genre une personne beaucoup moins forte et les autres que des brutes. Mais c'était assez varié. Il y en avait des plus ou moins forts, il y en avait qui étaient très forts. Mais on avait à peu près... Enfin, c'était très varié, donc... on s'aidait les uns et les autres, donc c'était cool, ouais. T'avais pas peur quand t'es arrivé en internat, en tout cas t'avais pas cette appréhension de rester seul et d'être livré à toi-même? Bah en fait, je connaissais pas du tout ce que c'était l'internat, et forcément tu te poses la question, est-ce que ça va bien se passer? Donc les premiers jours, tu tâtes, tu regardes avec qui tu peux créer des affinités, tu regardes qui parle de quoi, mais ça s'est bien passé. En plus, quand je suis rentré en prépa, j'étais avec un pote que je connais depuis le collège, quoi. Ouais, donc ça va. T'as des repères encore. Ouais, et puis une copine aussi qui était dans ma classe quand on était en CM2, tu vois. Donc, ok, à l'ancienne. Ouais, non, mais j'étais pas perdu. Et puis les gens étaient cool. Il y avait des gens de mon lycée qui étaient dans ma classe, donc ça va, t'es pas trop perdu. Ok. Et du coup, donc arrivé dans cette école, comment c'est la charge de travail comparée à la prépa? Est-ce que tu t'as dit que t'étais soulagé? Est-ce que vous voyez les mêmes choses que vous avez vues en prépa? Qu'est-ce qui change vraiment directement en termes de matière? Bah en termes de charge de travail, ça n'a rien à voir parce que tu passes de 40 à 50 heures de cours par semaine à 25. Ouais. Et t'as de nouvelles matières qui rentrent en jeu, quoi. T'as des des probabilités statistiques. En fait, t'as beaucoup de nouvelles matières. Ok. Et du coup, c'est hyper intéressant. Souvent, t'as des écoles où c'est généraliste, donc tu continues d'avoir des troncs communs et des matières récurrentes. Mais dans certaines écoles où c'est plus spécifique, comme une école de bâtiment, t'as des matières liées avec ce que tu vas faire plus tard. Ok. Donc ça t'a soulagé et tout. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es spécialisé entre les années? Est-ce qu'il y a des trucs qui changent, tu vois? Dans l'école où j'étais, c'est déjà une spécialisation dès que t'arrives. Ok. Là où j'étais, il y avait la filière bâtiment. Ouais. La filière travaux publics. La filière topographie et la filière génie mécanique électrique. Et une autre filière qui a été créée plus loin, je crois que c'est pour être dans l'environnement, je crois. Mais c'était ces 4 grosses filières qui sont... déjà assez spécifique, t'as des matières qui sont liées à ta propre spécialisation, mais il y a des cours que tu partages en commun, genre des maths, de la physique, je sais qu'on a vu des cours d'astronomie, et là tu partages avec d'autres classes, d'autres filières, mais c'est au fil des années où après ça se spécialise et le groupe devient de plus en plus petit, quoi. Et du coup, est-ce que t'avais des stages à faire pendant ces années? Est-ce que t'as eu le temps d'en faire déjà? Ouais, j'en ai eu un. J'en ai eu un, c'est la première année, t'as un stage ouvrier à faire. D'accord. C'est des stages tu dois faire au moins 8 semaines, je crois. Ok. Où tu dois faire un stage dans une boîte souvent c'est une boîte de BTP ou un truc comme ça. Le discours, c'est de dire que pour connaître le milieu, c'est un peu du bullshit, quoi. C'est un peu pour connaître le milieu, il faut se mettre à la place des ouvriers, comme ça tu sauras comment diriger des ouvriers plus tard. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais c'est surtout pour voir le métier, comment ça fonctionne, quoi. Et voilà. Ok. Comment on passe à l'année suivante? Est-ce que donc t'as des partiels, des examens, des oraux, des stages j'imagine le stage à valider évidemment, mais comment ça se passe? Moi, c'est assez particulier. D'ailleurs, je sais pas si c'est toujours le cas à l'ESTP, mais faites gaffe, parce que pour passer en année supérieure, il vous faut 12 de moyenne. Ah yes. Et alors que dans 12 de moyenne générale, hein, et du coup c'est un peu plus chaud, alors que dans pas mal d'écoles, il faut 10 de moyenne pour passer. Certaines écoles proposent à 8 de passer. Mais si par exemple vous voulez faire le STP, faites gaffe à ça. Moi je l'ai connu quand on était au séminaire d'intégration et on me l'a annoncé, mais j'étais pas au courant, et quand on m'a dit... Les larmes ont coulé. Ah ouais. Très clairement. C'était pendant un discours de la dame de l'école, il fait « Oui, vous le savez, pour passer à l'année supérieure, il faut 12 de moyenne. » J'ai fait « Ah,
ok. Où est la sortie? il va falloir beaucoup plus taffer, quoi. Ouais. Ok. Et il y a des possibilités de partir à l'étranger? Oui. La première année, tu pars pas, mais c'est en deuxième année où tu peux commencer à essayer d'avoir l'équivalent d'Erasmus ou des échanges avec les autres écoles. Donc l'école, elle a déjà des partenaires. Et ensuite, si tu veux créer ton partenariat avec une autre école, tu peux. Mais bon, c'est toi qui dois faire toutes les démarches administratives. Mais tu peux partir. J'ai vu, ils sont partis en Estonie, en Portugal, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. C'est assez varié. Il y en a. Donc ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Hein. Ok. Moi, je voulais parler maintenant de l'accès à la formation, à la prépa. Et même à l'école. Comment tu as fait pour entrer dans cette prépa? C'était sur Parcoursup, t'as juste mis ton dossier du lycée et après c'est parti? Ouais, de mémoire c'est ça. De mémoire c'est sur dossier. Sur Parcoursup, tu postulais à plusieurs classes prépa, IUT et fac. Et ensuite ils regardaient ton dossier, puis ils te mettent sur liste d'attente ou sur liste tout court définitive, quoi. Et puis après t'as juste à attendre, quoi. Okay. Et puis c'est toi qui choisis à la fin. T'as des petits tips à donner comme ça? Dans les tips, qu'est-ce que je pourrais donner? Regardez pas forcément les écoles que dans votre région. Un de mes meilleurs potes, il voulait faire BCPST. C'est quoi ça? C'est la filière bio. Ah oui, d'accord. Ok. Et dans mon lycée, je sais que plein de gens voulaient faire BCPST et ils ont demandé que dans des filières de la région, donc que celle de Tours. Et ils ont pas forcément demandé dans les autres régions. Ouais, t'as un peu peur de partir de chez tes parents ou des trucs comme ça, quoi. Quitter la région, il y a des gens, ils veulent pas. Et du coup, le problème, c'est que ils ont demandé qu'une BCPST et les BCPST, c'est beaucoup plus dur de rentrer parce que c'est un niveau quand même c'est dur. La plupart des gens qui ont postulé pour des filières BCPST, elles ont été recalées, mais lui il avait postulé à Paris et à Paris il avait été pris. Ouais, il a été pris. Ok. Mais donc si j'avais un conseil, c'est que si vous pouvez et si vous le voulez, regardez dans les autres régions hors de chez vous, pourrait peut-être être pris. Regardez aussi les classements. Ok. Toi, comment t'as fait pour te renseigner sur ces formations et tout? T'étais en mode, je vais aller sur internet, je vais checker, puis je vais faire les portes ouvertes, ou t'es vraiment, t'as même pas fait ça, t'as dit, let's go, je marque et je postule? En fait, j'ai fait plusieurs portes ouvertes. Notamment, j'avais fait le salon de l'étudiant à Paris, et c'était grave cool, parce que tu peux parler à des gens qui ont déjà fait une prépa ou qui ont déjà fait une école, et du coup, tu peux discuter avec eux de ce qu'il en est concrètement, quoi. Donc c'est cool. Après, vu que j'avais un peu en tête l'idée d'être ingénieur, je connaissais quelques ingénieurs et je leur demandais c'est quoi les passerelles pour y arriver. Donc ils m'expliquaient et que je voyais que pas mal de gens faisaient la classe prépa et je m'étais dit, tu vois, à la fin de Parcoursup où on te propose les choix, je me suis dit bon, je vais tenter la prépa puis on verra ce que ça donne, quoi. Ouais. Ok. Pour toi, c'est quoi le profil type d'un étudiant en école d'ingé ou en prépa d'ingé? Je pense qu'il y a des profils qui sont très différents. Je pense, pour tenir en classe prépa, il faut quand même un mental, quoi. Même si j'ai pas un mental de guerrier, quoi. Il faut pouvoir tenir le coup sur 2 ans. Où pendant 2 ans, tu sors pas beaucoup, voire tu sors pas. Les week-ends, tu sors pas de chez toi et tu fais que travailler. Tu fais beaucoup de sacrifices aussi. En fait, tu vas beaucoup bosser pour une école où plus tard ça ira. T'auras moins de travail en termes de quantité. Mais c'est vraiment, ça peut être compté comme 2 ans de sacrifice. Donc, il faut beaucoup bosser, essayer de temps en temps de souffler un peu parce que il y a beaucoup de moments où c'est compliqué. Et je sais que la période la plus compliquée pour les gens, c'est l'hiver, où tu te lèves, il fait tard, tu rentres de cours, des fois tu rentres de colle, il est 19h, ouais, il fait nuit tout le temps, il fait froid, et c'est le moment aussi où tu prépares tes inscriptions pour les concours, donc il y a le stress qui commence à monter et t'as moins de soleil, donc tu peux être assez vite fatigué. Donc c'est beaucoup de travail. C'est
mieux et c'est le top si vous êtes avec plusieurs personnes pour vous soutenir et tout, parce que bon, après il y a des gens qui sont meilleurs tout seuls et qui arrivent à se débrouiller, mais pour moi c'était assez important d'être avec des gens qui te soutiennent, quoi. Ok. Et donc on en parlait en introduction, mais au bout de 2 ans d'école d'ingé, d'un seul coup il y a le doute qui s'installe et au final t'arrêtes l'école d'ingé. Est-ce que c'est d'un seul coup justement le doute s'installe, ou est-ce que tu doutes depuis un certain temps de ce que t'as envie de faire? Ouais, en fait, pour mieux l'expliquer, j'avais fait ma première année donc à l'ESTP et à la fin de l'année j'avais pas assez de bonnes notes, du coup j'ai redoublé parce que j'ai pas assez travaillé, et surtout j'avais pas 12 de moyenne, tu vois, et on se rend pas compte, mais 12 de moyenne générale dans toutes les matières c'est vraiment c'est chaud, surtout qu'il y a eu des changements sur des notations, enfin bon, c'est autre chose, enfin ils t'ont mis une douille, quoi. Ouais, je me suis fait douiller, mais bon, il y a aussi moi qui devais travailler plus. Ouais. Et j'ai redoublé ma première année. Et à la fin de l'année, j'ai eu 11,80, entre 11,5 et 12, vraiment proche du 12. Et ils ont pas voulu m'accepter, et j'avais fait c'est un peu relou parce que j'avais fait plein de... C'était une école payante déjà? Ouais, donc en plus tu redoubles, tu te refais payer. Très relou. Ouais. À la fin de l'année, ils ont pas voulu me faire passer, et c'est assez compliqué, ces problèmes administratifs, et du coup j'avais envoyé des lettres pour savoir pourquoi je peux pas être pris, et j'avais envoyé des lettres de recommandés et tout, et ça avait pas du tout marché. Okay. Et j'ai juste reçu un mail, l'école ne poursuit pas votre formation. Donc c'est l'école qui t'a viré, carrément. Qui m'a dit ça, et du coup je leur ai dit, mais au moins vous pouvez me donner mes équivalences, parce que les équivalents j'ai plus de 10 quoi de moyenne. Tu peux expliquer ce que c'est les équivalents? Les équivalences en gros c'est des points qu'on te donne à partir d'une genre si t'as plus de 10 de moyenne, on te donne des équivalences. Donc si t'as tes équivalences et que tu veux partir à la fac, ça te permet de pas refaire tout depuis le début, mais d'avancer d'un an, quoi. Ouais. Et le problème c'est que du coup eux ils m'ont viré par un simple mail, et ça m'a foutu les nerfs, quoi. Sympa cette école. Ouais, je sais pas si on va le garder, mais... non, mais vas-y, tu peux... explique, c'était quoi l'ambiance là-dedans, là? C'est assez particulier, hein. Pour expliquer pourquoi j'ai arrêté. Donc, fin de l'année, j'ai 11,87, enfin un truc comme ça. Et l'école m'envoie un mail, on vous prend pas. Ensuite, j'envoie des mails pour leur dire, au moins donnez-moi mes équivalences, puis ensuite on verra. Pas de retour. Mes parents du coup ils me disent va à l'école pour voir ce qui s'y passe. On m'a pas reçu, j'ai envoyé des lettres de recommandés, j'ai pas eu de réponse. Mes parents ils ont fait une lettre écrite, j'ai pas eu de réponse, et du coup j'étais on m'a laissé à la rue, quoi. Mais c'est chaud ça. Ouais, c'est assez chaud. C'est chaud de ouf. Et tu sais si il y avait déjà eu des histoires comme ça? Ouais, mais je regarde pas trop ce que font les autres, parce que après du coup ça peut me rendre, enfin oui, c'est ça. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont passées, et je sais pas comment ils ont fait, quoi. Ah ok. Mais donc oui, il y avait de la... je sais pas ce que c'est. Il y a des doutes sur l'objectivité des gens, quoi. Enfin, il y a des gens, je sais pas comment ils ont fait pour passer, parce qu'il y avait des gens, ils avaient de moins bonnes notes que moi, et j'en suis sûr et certain. Mais ils ont réussi à passer en classe supérieure, donc. Bah alors pas pour sauver l'école ou quelque chose comme ça, mais comment tu peux expliquer que, enfin moi dans mon esprit, tu vois, la prépa c'est archi dur. Et l'école, c'est dur, mais tu vois... C'est beaucoup plus chill, hein. C'est beaucoup plus chill. Ça a rien à voir. Comment ça se fait que t'aies réussi vraiment bien la prépa, tu vois, même si t'as... réussi, moi j'avais pas de très bonnes notes, j'étais quand même dans le dernier tiers de classe, tu vois. Mais j'ai réussi à tenir et à avoir l'école, quoi, donc j'ai tenu. Mais alors, pour finir ma question, quand même, c'est que... Non, mais t'inquiète. La prépa, c'est quand même assez dur, tu vois. Normalement, l'école, c'est un peu plus chill. Ouais. Comment ça se fait que t'es, du coup, 2 fois redoublé, pratiquement? Ah, j'ai redoublé
ma prépa et redoubler une fois en école. Et la deuxième fois, ils t'ont dit mais c'est fini monsieur. Ouais. Ok, c'est ça. Et comment ça se fait qu'en école t'aies eu autant de mal à avoir 12 alors qu'on t'a appris vraiment à taffer en prépa, tu vois? Ouais, parce que... Comment tu peux l'expliquer? C'est pas genre, voilà, c'est grave et tout, mais genre... Ouais, là je peux rentrer dans le fonctionnement de comment fonctionnait l'école. C'est que en gros, en cours, t'as tes examens, et t'as tes examens de fin d'année, on appelle ça le devoir surveillé, le devoir sur table, et ça arrive tous les trimestres. Ouais. Et pendant une semaine et demie, t'as toutes les matières, donc compta, maths, physique, probastat. C'est le bac tous les trimestres. Ouais, c'est ça, ouais. Tous les trimestres, et t'as ça. Et avant mon année, les autres années, on avait un truc qui était les TD notés. Oui. Donc dans toutes les matières, t'avais des TD, et le truc c'est que elles avaient le même poids que le DS, que la composition. Okay. DS et composition, c'est la même chose. Et t'en avais 5. Et souvent les gens, les promos avant mon année, en TD, ils arrivaient à avoir 18 easy, tu vois. Et quand t'as 5 x 18 et que t'arrives à la compo et que c'est le même poids, chaque TD et composition, elle a le même coefficient. Si t'as 5 à la compo, bah c'est pas grave parce que t'as eu 4 x 18. Sauf que l'année où je suis arrivé, les TD ils étaient plus notés. Ah merde. Et ils ont gardé le même niveau de compo. Okay. Donc on a eu les mêmes notes en compo que les autres années. Oui, sauf que les autres années compensaient avec leur TD. Exactement. Pas toi, du coup. Et nous, on s'est fait ken sur ça, quoi. Ok. Et du coup, c'était carrément plus dur d'y arriver. Donc, il fallait bosser beaucoup plus. Et même si c'est trop facile de dire après coup, s'il y avait eu les TD, mais en vrai, je pense que ça aurait joué. S'il y avait eu les TD notés, je me serais pas fait carotte comme ça, quoi. Ouais. Parce que oui, tu le prends comme une carotte. T'imagines, tu peux avoir 4 x 18, puis d'un seul coup, et une fois, si t'as 9, bah c'est pas grave. Et là, t'as une balle, quoi, dans ton chargeur, tu dois pas te louper, quoi. Ouais. Et les profs qui notaient, ils étaient même pas plus cléments, tu vois, ils s'en battaient les couilles. Donc, galère. Ouais, grosse galère. Galère. Je comprends. Et du coup, là, t'es viré, entre guillemets, enfin, si, on te dit clairement, je peux comprendre que oui, t'es indésirable. Ouais. C'est quoi ton mood à ce moment-là? Bah, déçu et énervé, parce que j'ai pas pu finir une école d'ingé qui était payante. Énervé parce que je m'étais dit, c'est à ce moment-là, en plus c'est septembre 2020, quoi. Donc on est on est encore en confinement et t'as passé toute ton année chez toi, quoi. Et tu reçois un message où on te dit t'es pas pris, et là t'es déscolarisé, vraiment, quoi. C'est donc, fini, quoi. Tu te dis qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais partir à la fac et tout. C'est assez compliqué, c'est dur mentalement, mais j'étais bien entouré, ma famille était là pour me soutenir, et c'est ça qui... Ok. Ouais, j'ai toujours été soutenu, donc... ta famille, ça allait là-dessus quand ils ont appris que... Ouais, ils étaient déçus, et forcément. puis ils étaient aussi énervés autant que moi, quoi. Du jour au lendemain, on t'envoie un mail et tu fais tout pour qu'on te réponde et on te répond pas, c'est très relou. Que beaucoup de remises en question. Et en fait, pendant toute la prépa, moi, je consommais beaucoup de contenu sur YouTube et beaucoup de créateurs sur Internet. Et je faisais aussi un peu de photos de mon côté. Et pendant des mois, je me suis posé la question, est-ce que je tenterais pas le coup de faire une réorientation dans la photo et la vidéo? Et je m'étais dit que c'était quelque chose que j'avais pas mal refoulé, parce que dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont artistes, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis d'origine malgache, et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont artistes, et c'est plus prends un métier stable. Mais surtout qu'ingénieur, c'est vraiment ça, quoi. Tu rentres dans ingénieur, une fois que t'es ingénieur, t'es à peu près, t'es sécurisé, ouais, quoi. t'es sécure, quoi. Ouais. J'ai plusieurs proches qui étaient déjà dans le métier, du coup, ça pouvait me motiver, tu vois. Et je m'étais dit, en fait, j'ai découvert plein de créateurs comme Floodcast, par exemple, ou Golden Moustache et Studio Bagel, et j'avais grandi avec eux. Et en regardant des making-of et des interviews, je voyais que ces gens, ils avaient tout tenté pour pouvoir vivre de leur passion. Donc il y a des gens où ça marche et ils continuent d'en faire, et il y a d'autres où ça n'a pas marché, mais bon, c'est le jeu, quoi. Ouais. Et
je m'étais dit, j'avais donc 22 ans en 2020 et je m'étais dit, bon, je vais tenter le coup de vraiment me mettre, vouloir faire de la photo et de la vidéo. Donc à ce moment-là, je savais que je voulais faire ça, mais j'avais pas encore d'idée précise. Je savais que je voulais faire de l'audiovisuel. Un truc de création, ouais. En tout cas de l'audiovisuel. Et donc à partir de là, je me suis formé au montage, j'ai bouffé des tutos, mais c'est un truc que je faisais déjà avant, quoi. Et je m'étais dit, j'ai envie de créer et ensuite faire des trucs qui m'inspirent, quoi. Donc ça m'a pas mal motivé, et puis vu que c'était vraiment dans la continuité, vu que je bouffe énormément de YouTube et de podcasts et moi j'aime beaucoup le ciné et j'écoute beaucoup les commentaires audio et les making of. Ça te pousse de ouf à te dire je vais essayer de le faire, même si ça va être dur et que ça va prendre du temps. Je me suis dit vas-y, je vais le faire, quoi. Et ça va faire 2 ans là où je commence à voir les possibilités de ce que je peux faire en audiovisuel. Et je pense plus tard, à terme, j'aimerais bien être auteur, réalisateur, scénariste, dans cette veine-là de création, quoi. T'as pas eu peur quand t'as arrêté l'école et tout, de plus avoir aucun cadre, parce que tu te dis que toi ce que tu aimes c'est être poussé, qu'il y ait quelqu'un derrière ton cul entre guillemets pour venir te faire chier et que tu bosses. Est-ce que t'as pas eu peur de ce changement drastique de prépa école d'ingé où ça demande du taf et d'un seul coup tu t'arrêtes, tu te formes toi-même, et même est-ce que t'as pas été tenté à un moment de faire, je sais pas, un BTS audiovisuel ou une école de ciné ou un truc comme ça? Ouais, en fait oui, j'ai beaucoup douté. C'est une période j'ai une période où j'ai eu beaucoup peur parce que tu sais pas, t'as travaillé 3 ans plus 2 ans où c'était dur, et 2 ans dans une école payante, quoi. D'ailleurs t'as pas trouvé, je veux dire, ça ces 5 ans là, est-ce que t'as pas trouvé que c'était du temps perdu et tout? Comment tu... Au début, le premier truc que tu peux te dire, et que pas mal de gens en m'écoutant peuvent se dire c'est du gâchis, mais en fait cette expérience de travailler en équipe, savoir travailler avec de la pression, c'est un truc que tu peux réutiliser dans ta vie maintenant, tu vois. Même si maintenant je travaille pas autant que j'étais en prépa, la pression j'arrive à la gérer beaucoup mieux, tu vois. Même s'il y a des moments où il y a toujours du stress, je suis pas pris émotionnellement, c'est pas la mort, quoi. Donc ça aide, même si ça s'est soldé par un échec, ça aide beaucoup et ça te forge un max, quoi. Pour continuer sur la question de plus avoir de sécurité de quelqu'un qui est derrière ton dos pour taffer, toi comment tu l'as pris et pourquoi tu t'es formé tout seul au lieu d'aller dans une fac, dans un BTS audiovisuel, un truc comme ça? Je regardais beaucoup de gens dans le métier. Et je m'étais rendu compte que beaucoup de créateurs et de créatrices dont j'aimais le travail étaient beaucoup des autodidactes. Et moi je suis quelqu'un qui est assez autodidacte. J'ai appris le piano par moi-même, j'ai appris le montage par moi-même, la photo tout seul, avec des tutos, donc c'est de la recherche que tu fais chez toi. Et c'est un truc qui m'intéressait. Et puis j'avais aussi discuté avec des gens qui avaient fait des écoles de ciné ou des gens en école, et je leur demandais comment tu l'as vécu et est-ce que ça sert, quoi. Et pas mal de gens m'ont dit que en fait l'école en soi elle servait pas forcément, mais c'est l'expérience d'être avec des gens. C'est le contact. C'est le contact et l'expérience d'être avec des gens qui kiffent la même chose qui fait que tu peux créer. Parce que dans ce que j'ai compris, dans les boîtes de prod, souvent ils regardent ce que t'as fait et pas forcément ton diplôme, quoi. Donc je pense ça doit être ce truc où t'as beau faire une école, si t'as pas fait de projet perso de ton côté, personne va te prendre, alors que si t'as tenté beaucoup de choses et qu'il y a des trucs qui ont réussi, au moins les gens ils vont voir que t'auras bossé, t'auras tenté pas mal de choses et que t'es capable de passer un sujet à l'autre, même si ça a pas forcément marché, mais que t'es capable de travailler, et les gens ils recherchent ça, quoi. Ok. Et en termes de famille, alors qu'ils te voyaient tout droit filer en ingénieur, d'un seul coup tu leur as dit écoutez, ok, j'arrête. Donc ils ont fait ok, t'arrêtes. Après t'as dit je veux me former, mais tout seul. Est-ce que ça leur a pas fait un peu peur, ça aussi? Oui, carrément. Je pense pour tous les parents, savoir que leur enfant il va faire quelque chose en auto-formation, un peu en autodidacte, ça fait toujours peur, surtout je pense que c'est la peur de qu'est-ce qu'il va faire en attendant, tu vois.
Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, quoi, qui continuent de me soutenir. Donc, ils sont vraiment très cool. Et ils m'ont dit, on va t'aider si t'as besoin d'aide. On va t'aider à faire ton projet. Le plus important, c'est que toi, tu sois heureux et que tu te sentes à ta place dans ce que tu veux faire. Donc, prends cette expérience comme du travail, du travail, des expériences que tu as eues avant, et ensuite utilise ce que tu as utilisé pour faire ce métier. Mais vu qu'ils voyaient que j'avais appris pas mal de choses tout seul, ils avaient confiance, mais ils comprenaient pas. Ouais, forcément. C'est totalement logique, hein, quand c'est un peu ce truc de tu drop out. Les Américains, ils appellent college drop out, et ouais, ça fait peur aux parents, mais je les comprends totalement. Mais j'ai su leur parler et leur expliquer, parce que des fois vos parents ils comprennent pas ce que vous faites, et des fois aussi on perd patience. Mais il faut apprendre aussi à expliquer ce qu'on a envie de faire le plus clairement pour que eux ils puissent comprendre et nous aider, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé et qui m'aident encore, donc c'est cool, quoi. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a eu un réel soulagement d'arrêter l'école d'ingé, même si on t'a forcé entre guillemets à arrêter l'école d'ingé, mais est-ce que tu l'aurais arrêté par toi-même, cette école d'ingé? Je pense avec une école payante, je pense que je l'aurais terminé, parce que c'est un investissement. Oui, et puis ça coûte de l'argent. Je pense que j'aurais fait ma transition aussi, mais beaucoup plus tard, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit je suis encore jeune, c'est le moment de faire, en fait. C'était j'en avais marre de l'école et des trucs très théoriques. Et j'avais besoin de faire, et c'est un des trucs qui est dur quand on est plus jeune, c'est qu'on manque de patience, quoi. Et il faut apprendre que des fois des projets, surtout en création, ça met beaucoup de temps à se faire et beaucoup de temps de réflexion. Ouais. Et petit à petit, j'apprends à être patient et à continuer de faire. Donc j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des montages de vidéos YouTube, j'ai fait des threads, j'ai des threads sur Twitter, j'ai écrit des articles de mon côté, j'ai continué à faire de la photo et tout, et à côté de ça je continue à m'exercer et à lire pas mal de choses sur le sujet, quoi. Et l'avantage avec aujourd'hui, c'est qu'on a internet, et YouTube c'est le meilleur outil pour travailler. Si t'as YouTube et internet, tu peux à peu près tout faire. Et surtout en création, surtout que la création elle est nourrie par tout ce que tu fais, quoi. Du dessin, du cinéma, de la musique, des couleurs, de la peinture, de l'architecture, même des plats que tu manges ou des souvenirs. Surtout en création, tu peux apprendre partout. Pour les autres métiers genre médecin ou ingénieur, c'est sûr que là il faut passer par une école. Mais l'avantage de la création, c'est que tout peut nourrir ton art, et c'est très encourageant, et t'as tout à portée de main. Okay. Tu cherches un peu et c'est la caverne d'Alibaba, là. Ouais, c'est Eldorado, quoi. Ouais, il y a vraiment trop de trucs. Genre, tu peux avoir des masterclass de Steven Spielberg, alors qu'avant, quand t'avais pas internet, t'es en galère, quoi. Ouais. Et t'as 3 bouquins et c'est ça. Tu pries pour qu'il y ait des bonnes infos dedans, quoi. Exactement. Et maintenant, tu peux même demander directement à des gens pour t'aider, quoi. Et les gens sont grave cool quand ils voient que t'es intéressé. Donc, mais il faut faire les choses, tenter. C'est Bruno Muschio-Navo qui disait dans une interview que le plus important c'était de faire, parce que y a des gens ils ont des idées et c'est très facile d'avoir une idée, mais rien que faire son idée, ça te démarque des gens qui ont une idée, et ça fait une espèce de... Ouais, ça crée déjà un cercle de gens qui ont fait et qui ont tenté et qui ont des idées, que les gens qui n'ont que des idées, c'est ça, et qui n'ont pas juste tenté. Même si vous avez une idée qui vaut je sais pas, un film qui vaut 15 millions et que vous avez pas les 15 millions, soit vous adaptez votre idée, soit vous trouvez une idée qui va être un espèce de pont vers cette idée à 15 millions, et au fur et à mesure on crée des ponts projet par projet,
Et au final, le film à 15 millions, vous le faites dans 20 ans, mais au moins il sera fait. Ouais. Voilà. Et même sans parler de films, parce que les films, c'est quand même... faut se rendre compte que c'est très dur et très long de faire un film. Ouais. Mais commencez petit. Et si vous avez une idée qui est petite, et plus vous allez la recommencer, et plus vous allez vous affiner et faire de mieux en mieux et faire des projets de plus en plus longs. Parce que si vous faites un trop gros projet, au bout d'un moment, votre motivation elle va baisser et ça va être horrible et vous avez plus envie de la faire. Alors que si vous faites des petits projets, il y a une vraie satisfaction de se dire mon projet, même si c'est même un tweet, il est terminé et tu peux passer à autre chose. Ouais. Alors que si tu commences par une saga, une trilogie de films de science-fiction avec des dragons, tu vas très vite te décourager et tu vas en avoir marre, quoi. Mais c'est ça, ouais. Commencez petit et puis après vous allez voir avec l'expérience vous allez en faire beaucoup plus et c'est très cool. Surtout s'exercer finalement parce que personne n'a eu le génie absolu a priori à part peut-être Mozart, mais bon on n'est pas tous Mozart et du coup faut vraiment s'exercer et faire des choses et comme ça on avance petit à petit dans ce processus de création et ce processus d'expert parce que vous le voyez rien que là dans le podcast, si vous écoutez le premier podcast c'est pas du tout la même aisance que maintenant et là encore on va en écouter un dans 6 mois, a priori ce sera pas non plus la même aisance, ce sera pas le même son, ce sera pas les mêmes questions, enfin voilà, il y a quelque chose d'affinage et de travail j'allais dire du talent mais je parle du podcast donc je vais peut-être pas parler de talent mais ce serait un peu trop, mais en tout cas travailler ses qualités et travailler ce dont on est c'est hyper important, donc je ne peux que être d'accord avec ces idées-là. Toi, aujourd'hui, où est-ce que tu prends le plus de plaisir ? Je suis assez simple. Je prends beaucoup de plaisir. Moi, avant de vouloir créer des concepts ou des vidéos ou des articles ou des histoires, je suis quand même quelqu'un qui en consomme beaucoup. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de films, beaucoup de sketchs aussi. C'est un truc où moi, je suis un enfant de YouTube et de la comédie grâce à YouTube, quoi. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc je prends beaucoup de plaisir à regarder des vidéos qui me font du bien. Et c'est un truc qui me motive en vrai parce que les trucs que tu kiffes de ouf en création, souvent ça te motive à dire j'ai envie de faire pareil ou ça me motive pour faire mes projets perso. C'est grave cool, quoi. Donc je dirais je suis le plus heureux quand je consomme des trucs d'artistes et de créateurs et créatrices que j'aime, quoi. Bon, très bien. On a fait le tour, je crois, en termes de formation, mais maintenant il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat et il est temps de remplir son CV. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV, sauf qu'on n'a rien fait, à part 4e sur 5 au concours de pétanque de ton camping à la Fosse-sur-Mer. Alors, on est là pour savoir, toi, comment t'as fait pour remplir ton CV ? Comment ça s'est passé ? Il y a eu le stage ouvrier, mais ça, peut-être qu'on peut en parler rapidement. Comment t'as fait pour en trouver un ? L'avantage d'être dans une école, c'est que l'école où j'étais, elle avait un gros réseau, donc il y a pas mal de gens que tu peux rencontrer pour avoir des stages. Mais le stage ouvrier que j'ai eu, je l'ai eu à un ami de mes parents qui travaillait dans le bâtiment et la construction. Donc je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un pour un stage ouvrier. Du coup, j'ai été pris sur le chantier d'un appartement du côté de Saint-Denis, à côté du Stade de France. Donc c'est à côté de Paris et ça a duré 8 semaines. Ok. Donc c'était grave cool. C'était dur parce que c'est un stage ouvrier, donc tu mets vraiment les mains dans le cambouis et c'est des vraies journées où tu portes pas mal de choses assez lourdes et tout. J'avais déjà eu une expérience où j'avais travaillé quand j'étais en 2016, donc pendant une année de prépa, j'avais travaillé dans une exploitation agricole, donc dans ma région, où j'avais été chauffeur. Donc j'allais chercher les récoltes de l'orge, du blé dans les champs et je devais les emmener dans les silos. Ok.
Et je faisais un truc qu'on appelle du déchômage. En gros, quand t'es dans un champ et que le champ a été récolté, tu dois retourner la terre avec une machine derrière, et c'est ce que je faisais. Donc 2 de mes expériences où j'étais avant le bac. Ok. Et donc maintenant, après le bac, sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce que tu fais comme expérience justement pour arriver à créer des trucs, à faire des choses, écrire des articles, écrire des tweets Ouais. Moi du coup, le mec a un ego de ouf. On parle de toi, hein, après. Comme j'ai envie de continuer en tant qu'auteur, et j'ai un blog où j'écris, c'est de la recommandation de chaînes YouTube de gens que je kiffe. Ok. Donc des gens comme La Manie du cinéma, Clara Runaway, La Séance de Marty, le Ciné-Club de Monsieur Bobine, des gens comme ça, des gens que je trouve hyper forts. Et je suis aussi dans plusieurs projets, dont un projet qui s'appelle The Franchise. The Franchise, c'est un collectif d'artistes où le but est de promouvoir des dessinateurs, illustrateurs, graphistes, photographes dans le milieu du sport. Et donc t'as des gens qui sont freelance, il y a des gens qui travaillent pour la Fédération française de basket ou de foot, ou il y en a qui bossent avec la Ligue 1. Il y a un pote, il est photographe à l'université de Michigan aux États-Unis, où il est photographe officiel. Stylé. Donc ouais, et il a énormément d'anecdotes de fou. Ok, bah il viendra sur le podcast. Il a beaucoup de choses à raconter. Oh, ouais. Il a un parcours de fou furieux, et je te le conseille. Ok. Marc Grégor, une crème. Mais t'as de tout, et ces artistes-là font un contenu par rapport au sport, et nous on trouvait ça cool que des artistes français et francophones on se soutenait pour promouvoir les sports qu'on aime. Donc il y a du foot, tennis, basket, foot américain, de la boxe, on a quelques-uns qui étaient sur le Tour de France et tout. Et donc moi j'ai intégré le groupe en tant qu'auteur, donc j'ai écrit quelques articles là-bas, et j'ai aussi fait plusieurs interviews que vous pouvez retrouver sur le site. Très stylé. Où j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. Donc quel est leur rapport avec leur travail, leur parcours, leur influence, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils en sont arrivés là. Donc j'ai fait ça, et puis pas mal de projets d'écriture ou perso, des projets comme j'ai un compte Twitter où je fais des threads sur des directeurs de photos en cinéma que j'aime bien et dont j'aime le travail. J'avais fait un thread par exemple sur les affiches de ciné du cinéma asiatique. Qui sont très différentes des affiches de ciné qui sont vendues pour le marché occidental, européen et américain. Et je trouvais ça sympa de voir à quel point les affiches sont différentes, et t'as des affiches de fous qui sont destinées au marché asiatique, qui sont bien meilleures, je trouve, que les affiches européennes. Ouais, j'avais vu une affiche de Godzilla versus Kong. Alors je ne sais plus quel pays, peut-être Thaïlande ou Japon, un truc comme ça. Ils sont très chauds. Et c'était très 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 stylé. Bah c'était illustré en fait, c'était pas de la 3D ou voilà. Donc c'était vraiment vraiment très stylé. Mais on mettra tout ça de toute façon dans la description du podcast, comme ça les gens pourront aller regarder. Je pense que ça peut être sympa. Et oui, du coup j'avais une question, parce que dans tout ça, tu fais beaucoup beaucoup de choses, mais est-ce que t'es rémunéré pour ces choses-là pour l'instant? Pour l'instant, non, parce que ça fait 2 ans où je fais mes projets de côté, et c'est assez compliqué. Même moi, je sais pas encore comment on fait pour vivre d'être auteur. Et il faut, vu que je suis quelqu'un autodidacte, il faut aussi prouver que tu sais faire des choses, et le truc c'est qu'il faut savoir que personne ne nous attend, donc il faut un peu prouver que tu sais faire des choses, donc monter des projets, écrire le plus en plus. Souvent il y a plein de gens qui ont des idées de j'ai envie d'écrire ce truc, faites-le, écrivez. Si vous êtes auteur ou autrice et que vous voulez écrire des projets, faites-le, parce que plus vous allez écrire et plus vous allez vous perfectionner, et vous aurez des choses à montrer, quoi. Et faites-le, parce que ça vous servira forcément pour un truc, quoi. Et que ça soit un journal intime, ou même écrire une critique, ou écrire qu'est-ce que vous avez pensé d'un film ou d'un événement.
faites-le le plus possible, quoi, parce que ça va vous servir. Et perso, je suis pas encore rémunéré, mais Non, mais faut expliquer aux gens aussi que c'est dur, enfin, d'être rémunéré pour ça, en tout cas pour ce style de. C'est pas évident parce que il y a beaucoup de, je dirais pas de concurrence, mais il y a beaucoup de gens déjà qui sont très bons dans l'écriture. Donc, je dirais que si vous avez un domaine où vous êtes très calé, écrivez dedans parce que vous avez des choses, quand vous êtes passionné, vous avez des choses hyper intéressantes. Et il y a une expression qui dit souvent les gens passionnés, ils sont passionnants. Je confirme. Écrivez sur les trucs que vous aimez le plus et ça sera beaucoup plus facile à coucher sur le papier ou même pas forcément écrire, mais s'enregistrer et le publier. Ça peut être par exemple une idée de podcast, par exemple. Par exemple. Ouais, exactement. Mais faites vos idées parce que ça peut vous prendre la tête et finir malheureux des fois de pas faire ses idées. De pas au moins l'avoir tenté, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut essayer de pas avoir de regrets, quoi, et faites le plus possible, quoi. Ouais, au maximum. C'est bien beau ce que tu viens de dire. Merci. Aujourd'hui, comment tu vas faire quand d'un seul coup va falloir de l'argent, tu vois, et que pour l'instant t'as pas de revenus vis-à-vis de ton travail. Comment tu vas réussir à gérer le fait de il faut que j'arrive à survivre ou vivre et en même temps faire de ta passion un métier? Est-ce que t'as déjà un plan rodé ou est-ce que tu verras un peu plus tard? En fait, il y a deux possibilités et dans les créatifs et les créatives, vous verrez qu'il y a deux teams. Il y a une team où genre vous mettez à fond et sans filet de sécurité et vous y allez à fond direct et vous faites le tout pour le tout et vous faites tout pour que ça marche. Mais moi je serais plus dans l'autre team où si vous pouvez pas encore vivre de ce que vous faites, prenez un job à côté, on appelle ça un job alimentaire, pour pouvoir survivre et avoir un peu d'argent pour pas décéder, quoi, parce que il faut vivre, finalement. Faut survivre, ouais. Donc faites un job à côté et quand vous avez du temps, utilisez vos temps libres pour continuer à monter vos projets pendant les week-ends ou pendant les vacances ou des moments de pause. Essayez de manager votre temps parce que le temps est assez précieux et pour moi c'est un peu compliqué de dire foncez et vas-y sans réfléchir, mais avoir une filet de sécurité c'est quand même assez important, quoi. Donc moi je dirais prenez, si vous voulez vraiment faire quelque chose, prenez un métier à côté ou un job alimentaire pour avoir des sous et utilisez cet argent et le temps libre et cette énergie dans votre projet et pour le monter, quoi. Ouais. Et justement, on en parlait hors micro, mais c'est surtout aussi contacter les gens et ne pas avoir peur de leur parler, même si on est très timide. Enfin, moi, c'est un peu mon cas aussi. Enfin, on dirait pas forcément parce que je parle dans un micro et j'envoie le podcast et tout. Ouais. Mais parler aux gens, c'est comme un exercice physique, quoi. C'est comme du sport, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est vraiment cet effet-là que ça m'a fait. Au départ, vraiment pas du tout. J'ai pas envie de parler aux gens, j'ai pas envie de les gêner ou de me gêner, ou enfin, voilà. Et en fait, c'est se forcer petit à petit à avoir quelques conversations, puis des grandes conversations, puis un rendez-vous, puis autre chose, et ça permet petit à petit d'avoir des contacts, de faire son trou et tout. Mais forcément, en fait, il faut faire petit à petit. On devient pas plus timide d'un seul coup, on en reste timide quoi qu'il arrive, je pense. Mais en tout cas, si on a envie de quelque chose, faut savoir le travailler petit à petit, quoi. Même si c'est forcément hyper dur. Mais justement, on en parlait des contacts, etc. Toi, t'as réussi un peu à bosser avec quelques vidéastes sur YouTube. Est-ce que tu veux expliquer comment ça s'est fait? T'as été photographe sur le plateau. Est-ce que tu veux expliquer comment ça s'est fait? Ouais, c'est un gros coup de chance parce que on n'en parle pas, dans la création on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de chance. Il y a beaucoup de travail, mais la chance a une énorme influence. Et par exemple pour mon cas, j'avais vu un tweet d'un vidéaste qui avait proposé un jour de faire un basket et j'avais dit oui, et puis on avait sympathisé, c'était cool, quoi, et puis c'était sympa. Puis des années plus tard, c'est des 1 ou 2 ans plus tard,
je m'étais mis dans la photo et je commençais à m'exercer et à vouloir faire ça plus professionnellement et faire mes armes dans le monde un peu pro. Et j'avais vu qu'il avait proposé un tournage et je lui avais dit je me forme à la photo et du coup j'aimerais savoir si c'était possible quoi. Ouais. Et directement dans ces tweets, enfin dans ces DM dans ces DM, on avait déjà discuté en DM mais j'ai pas du tout forcé et j'espère que j'ai pas du tout forcé parce que non, si t'as rappelé après oui, c'est que ça devrait aller. Ouais, mais je lui ai demandé des années plus tard et il a été très gentil en me disant oui. Donc Anis Rally, si tu écoutes ce podcast, merci beaucoup. On espère, mais merci beaucoup. Et il m'a dit oui et j'ai pu être. C'était mon premier tournage sur YouTube en tant que photographe plateau. Donc pour expliquer ce que c'est t'es dans les coulisses et tu prends des photos. De backstage, donc souvent les photos elles sont utilisées pour la promo et des fois pour les affiches quand t'es sur des plateaux de cinéma, donc c'est cool. Mais c'était pas mon premier. C'était pas ton premier. C'était pas mon premier plateau. Ok. Parce que ça c'était en 2022, en avril 2022. Mais plutôt j'avais été invité par un ami qui est ingé son et qui a un studio. Où il m'avait proposé d'être assistant de production. Trop bien. Sur 2 émissions, il y avait une émission où c'était... il y en avait un, c'était un webinaire. Ok. Un webinaire et j'avais regardé comment fonctionnent les caméras, comment faire une émission live aussi, du point de vue la réal, technique et tout. Et puis on voit ce que c'est comment est un tournage. Mais aussi le lendemain... la veille, pardon. On avait fait l'enregistrement... de musique de plusieurs artistes qui venaient et qui enregistraient leur son, une captation vidéo de leur son. Okay. Et donc on voyait comment tu mets en scène une vidéo en musique avec des artistes, les mouvements de caméra et tout. Ok. Ça c'était toute première expérience. Ça c'est trop bien déjà. C'était super. Hein. Ouais. Ça a duré 3 jours. Mais en 3 jours, t'apprends beaucoup quel est le matos utilisé, comment tu utilises les caméras, tu vois la régie pour la première fois, tu vois ce que c'est un assistant réel sur une production. Moi, j'ai eu la chance on m'a dit, tiens, pendant le webinaire, va à une caméra et prends la caméra et puis t'auras une oreillette et on te dit, vas-y, panote, va en haut, en bas, fais le point, des trucs comme ça. Et j'ai appris comme ça et c'était grave cool. Ok. Ouais, super. Grave cool. Franchement, ça c'est les meilleures expériences en vrai quand t'es sur le terrain. Ouais. Je crois. Et il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est que souvent l'expérience et le fait de faire, t'apprends plus en faisant qu'en ayant la théorie. Moi avant j'essayais de savoir comment ça se passe sur un plateau, mais j'ai beaucoup plus appris en étant sur un plateau et en regardant comment ça marche que en théorie, parce que il y a du vocabulaire, il y a une façon de parler et tout, et t'apprends beaucoup en faisant quoi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a une vraie guéguerre de tout ce qui est école artistique, pas que le cinéma, mais je sais pas, la sculpture ou autre forme d'art, c'est que en fait on peut se former pratiquement en solo et sur le terrain, et franchement le terrain apporte énormément. Et donc il y a beaucoup de gens, mais je connais beaucoup, enfin surtout dans le cinéma, qui disent vous avez pas forcément besoin d'école, un peu le BTS audiovisuel quand même, parce que t'as quand même la technique de la caméra et tout, t'es plus technicien dans le BTS audiovisuel, mais que être sur le terrain, apprendre, faire des choses, et c'est comme ça que t'apprends en te trompant, évidemment. Enfin on connaît la fameuse phrase, c'est en se trompant qu'on apprend. Et surtout pour faire par exemple de la vidéo, c'est Orelsen qui dit ça, c'est que si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme quoi. Donc même vous pouvez faire des films avec votre téléphone portable ou avec une cam mini, enfin j'allais dire mini DV, mais je suis un ringard parce que c'est des années 2000, mais non, ça a un petit look vintage. Ok, je vois pas. Non, mais avec tous les outils qu'on a maintenant, tu peux faire des chouettes films. Il suffit de faire quoi. Donc je dis pas que c'est facile, et faire de la création c'est quand même compliqué, et faire un film c'est très très dur, mais il y a grave moyen quoi.
Il y a grave moyen, et puis c'est surtout que de toute façon, si ça vous plaît de faire ça, évidemment, donc il y a l'argent qui rentre en jeu au bout d'un moment, mais si vous êtes jeune et tout, vous avez le temps de vous former, quoi. Et jeune et moins jeune, hein. Ouais. Oui, mais quand t'es moins jeune, c'est tout de suite plus dur parce que imaginons t'as des responsabilités, un loyer à payer, etc. Forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Mais voilà. Dernière question là dans le CV, mais est-ce que t'as ressenti des difficultés dans le monde professionnel ? Par exemple, quand t'es rentré pour la première fois dans le monde pro. En termes d'expérience professionnelle, j'en ai pas tant que ça. Tu te rends compte que quand tu fais un certain travail, ça te demande beaucoup d'énergie. Je me rappelle, c'était un des métiers que j'avais fait et j'étais dans une boîte qui fait du revêtement de surface. C'est 39 heures par semaine, donc c'est beaucoup de travail, quoi. Ok. T'apprends beaucoup sur comment te comporter avec des collègues, des gens que tu connais pas, ou tu découvres de nouvelles personnes, quoi. Ouais, le monde pro c'est particulier parce que c'est pas du tout comme dans la vraie vie, quand on parle vraiment du travail et tu parles pas trop de la vie ou de tes passions quand t'es au travail, quoi. Ok. Donc voilà. Bon, parfait. On a fait le tour de ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller, mais bon, t'y vas quand même et c'est pas forcément la meilleure idée. Alors pour commencer cet après-travail, on va parler des points positifs et points négatifs de tout ton parcours. Déjà les points positifs. C'est quoi que tu retiens de toutes ces années là depuis le post-bac ? Beaucoup d'expériences très différentes, très variées, donc mais du coup ça te permet de voir un spectre différent chez les gens et une manière de comment tu veux travailler plus tard, quoi. Donc c'est quand même pas mal c'est de l'expérience et ça t'aide quand même à la création plus tard, quoi. Le fait de pouvoir avoir été sur des tournages, savoir comment il faut travailler, ce que ça implique de travailler, donc beaucoup de charge en horaire qui est assez importante, des responsabilités, et c'est une vraie chance, je crois, de pouvoir faire un travail où on est à l'aise et qu'on kiffe faire, quoi. Et c'est un truc où, même si je n'y vis pas encore, c'est un truc où je suis très heureux de le faire. Donc c'est un truc que j'aimerais continuer à être content, quoi. D'ailleurs, il y a une chanson d'un rappeur qui s'appelle Spider Z qui s'appelle Content, et je vous la recommande très bien parce qu'elle est super. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants qui t'ont rendu fier là dans tout ce que t'as fait, peut-être au-delà de... Peut-être pendant l'école d'ingé, mais même tu vois, quand t'étais sur un plateau ou quoi, est-ce qu'il y a un moment où ça t'a rendu vraiment fier et t'étais content de ce que tu faisais ? Fier, je sais pas, parce que j'arrive pas à trop qualifier la fierté, mais content assez souvent, parce que les gens avec qui je travaille, à la fin, il y a toujours... les gens ont été contents d'être avec moi, et puis moi j'ai beaucoup appris, et les personnes étaient très gentilles avec moi, et je voyais que j'étais pas un boulet. Tous les... Ça, t'as appris. Ça, pareil. Tu vois, je sens le truc de j'ai pas envie d'être un boulet pour les gens, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens sont... Je suis content d'être avec ces personnes-là, et ils m'ont beaucoup aidé. Les premiers tournages, quoi. Quand tu te dis, même si c'est pas récurrent, tu touches d'une certaine manière le métier donc t'as envie de faire ou tu rêves de faire. Donc là, t'es vraiment content. C'est ça. Les premiers tournages, c'est des trucs que t'oublies jamais parce que c'est les premières personnes qui t'offrent la confiance, quoi. Et les premières personnes, elles sont très précieuses parce que ça te permet de mettre le pied à l'étrier, et ensuite ça te lance, et une fois que t'es lancé, faut foncer. Et en fait, quand t'as des marqueurs qui te disent ça marche ou ton travail a du sens, et ben ça te motive de fou, quoi. Moi je me rappelle quand mes parents disaient, quand ils avaient vu certains articles, ils disaient que ils avaient aimé et que ils avaient aimé que ça les touchait, bah ça te motive aussi en tant qu'enfant de te dire ça a du sens et je peux continuer, quoi. Ok. Et alors, à contrario, les points négatifs, pour toi, c'est quoi ?
Pour l'instant. Si t'as des points négatifs, ça se trouve. Bah oui, j'ai des points négatifs. Ne pas en vivre, c'est compliqué parce que vu que tu dois avoir un travail alimentaire à côté, ça te prend d'autres choses, une partie de ton cerveau qui pense pas à la création mais qui doit survivre, quoi. Donc ça qui est un peu compliqué. Et puis un artiste où les gens qui créent, ils ont beaucoup de moments de doute, beaucoup de remises en question, et c'est un truc qu'il faut accepter et qu'il faut faire souvent pour se dire où est-ce que je vais, est-ce que je m'égare pas. Donc c'est la remise en question qui peut être dure des fois, mais elle est nécessaire et t'en as besoin, quoi. C'est quoi ton plus gros moment de doute que t'as vécu dernièrement? C'est pas des... Enfin, c'est quand tu te poses la question de quand est-ce que ça va marcher, ou est-ce que ça va marcher vraiment. Souvent je me pose la question, c'est que est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va vraiment marcher, je vais pouvoir en vivre, même si je pouvais toucher pas beaucoup d'argent, c'est un truc que j'aimerais faire, quoi. Donc c'est un moment de doute, quoi, de dire quand est-ce que ça va marcher, quoi. Mais j'ai pas mal de gens aussi, maintenant j'ai rencontré des gens dans mon entourage qui ont fait un métier créatif. Par exemple, j'ai une amie qui est autrice et elle a reçu un prix et elle disait que ça mettait du temps et qu'elle avait un job à côté, mais que elle aime son boulot, et puis elle a eu un roman primé, quoi. Donc ça, c'est trop bien, hein. Elle est grave contente et ça vaut le coup de le faire, de tenter. Est-ce que tu dirais que tu cherches absolument la reconnaissance, ou est-ce que travailler dans le milieu qui te plaît te suffirait? La reconnaissance du public, en vrai, je pense que je m'en fiche un peu, mais c'est surtout être reconnu par les professionnels ou les gens dont j'aime le travail. Si les gens ils me disent, si les gens dont je kiffe le boulot ils disent ça me touche ou j'aime bien, ça va avoir beaucoup plus d'importance que des gens que je connais pas, quoi. Ok. Mais aussi c'est plus un rêve de faire ce métier plutôt que d'être connu ou d'être une star. Après c'est un peu présomptueux de dire est-ce que j'ai envie d'être connu alors que je suis pas du tout connu et que ça se trouve je le serai jamais. Non, mais il y en a qui rêvent, tu vois, de ça. Mais c'est plutôt j'ai envie de faire ce métier, quoi, plutôt que être reconnu, quoi. Je pense. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de tout ton cursus, de tout ton parcours, là, quand tu prends du recul sur tout ce passage? Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives, il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui ont bien marché, mais je pense que tout ce que tu fais avant, ça nourrit ce que tu vas faire aujourd'hui. Même si tu crois que ça n'a pas d'importance, ce que tu avais fait, ça a forcément une importance en tout cas en création, sur ton travail plus tard, quoi. Comment réagir, ou comment créer, ou comment faire de nouvelles choses. Donc un parcours, je dirais particulier, parce que je fais pas du tout le métier où j'étais destiné à faire. Ouais. Mais je regrette pas du tout. Ouais, tu changerais rien là, ton parcours et tout. Ouais. Pas du tout. Ok. Je suis content. Et même si j'en vis pas, je suis heureux, quoi. Ouais. Et rassuré. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup, en vrai. Être content, heureux et rassuré. Ouais, c'est clair. Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir ça. C'est clair. Et du coup, maintenant, c'est quoi le projet? T'as dit que, du coup, t'écrirais, t'essayes d'un peu de toucher un peu à tout, te forme de création, en tout cas, en tant qu'auteur. C'est quoi tes projets, là, dans 5 ans, par exemple? Si tu te projettes un peu. 5 ans, c'est dur, hein, mais moi ce que j'aime c'est la comédie, l'écriture de comédie, et j'aimerais pouvoir écrire avec des gens parce que je trouve que c'est une expérience trop cool. J'aimerais par exemple retrouver un groupe d'auteurs un peu à la Studio Bagel ou Golden Moustache où on écrit à plusieurs des sketchs plus barrés, mais surtout à terme j'aimerais bien avoir une équipe ou une team avec moi pour pouvoir faire des projets ensemble, quoi. À différents corps de métier, mais pour avoir un noyau dur autour de moi pour écrire, faire pourquoi pas une série, des courts-métrages. Ouais, qu'il y ait une espèce de synergie entre vous pour pousser chacun vos projets. Faire des sketchs, faire le plus possible, quoi, et puis kiffer ensemble. Donc de l'écriture et puis
continuer à faire ce que je fais et puis essayer de grandir petit à petit parce qu'on apprend tous les jours. Donc voilà. Ok. Je dirais. Bah parfait. Bon, on espère ça sur les 5 ans, voire moins. Bah, comme ça sera nickel. Ouais. On viendra te voir. Ouais. Bon, l'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir, est-ce que tu avais une petite recommandation culturelle pour les auditeurs sur tes passions, tu vois, parce que si t'as arrêté l'ingénieur, c'est pour nous parler de tes passions et tout. Donc vas-y. Ouais, alors il y a 3 recos que j'aimerais bien faire. Alors la première, c'est un film. C'est Anchorman d'Adam McKay. Je sais pas si tu l'as vu. Pas vu. Adam McKay, c'est quelqu'un qui a fait des films super. Il a été connu dernièrement pour faire Don't Look Up, Vice et The Big Short, qui sont quand même des comédies, des films politiques quand même, assez forts et tout. Mais avant de faire des films politiques, il faisait des grosses comédies et notamment Ricky Bobby, Pro du circuit, Step Brothers. Step Brothers, j'ai vu. Step Brothers, c'est fou. Et moi, je vous conseille Anchorman, présentateur vedette, avec Will Ferrell dedans en rôle titre, où Will Ferrell il joue un présentateur de météo. Et il a une équipe avec lui sur les plateaux de tournage, et dedans il y a Steve Carell, Paul Rudd et des gens... Que des grands noms. Mais que des gens trop drôles. Et c'est vraiment hilarant. C'est un film que j'ai découvert assez tard, mais c'est trop marrant. À côté de ça, je peux vous conseiller une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle The Ball Never Lies. Alors, The Ball Never Lies, c'est une chaîne YouTube qui fait des portraits de joueurs NBA, parce que moi je suis un énorme fan de basket et de NBA depuis que j'ai 8 ans, quoi, et je bouffe quasiment de tout, je regarde les matchs, la NBA, l'équipe de France, tout. Et t'es le gars qui se lève à 2-3 heures du mat pour regarder les matchs. Ouais, carrément. Terrible. Cette motivation me terminera toujours. Bah, pour te dire... En prépa, les dernières semaines où on révise les oraux, on se levait à 3h pour regarder les finales NBA, et ça finissait à 7h, et on avait cours à 8h, tu vois. Le bon café, là. Le Red Bull. Exactement. Et du coup, The Ball Never Lies, c'est une chaîne YouTube qui fait des portraits de joueurs, plus ou moins anciens, et à chaque fois, c'est une histoire par rapport à un joueur, son parcours, des petites anecdotes, comment il en est arrivé là, et c'est super. Et les extraits vidéo qui sont utilisés sont souvent des extraits qu'on n'a pas l'habitude de voir, et la narration, l'audio est parfait, et c'est fait par Alexandre Martin qui travaille sur la chaîne Trash Talk. Donc si vous connaissez Trash Talk, c'est une chaîne YouTube, l'un des plus gros médias NBA français, donc c'est très très bien. The Ball Never Lies, je vous conseille. Parfait. Et la dernière, c'est une reco série, une série française qui s'appelle Calls. Ah oui, ça je sais. Donc t'as déjà écouté ? Ouais. Bah c'est pas mal, ouais. J'ai bien aimé. Moi j'aime le concept, en gros, pour les personnes qui veulent écouter, c'est on a retrouvé 10 enregistrements, 10 audios de plusieurs machines différentes et d'époques différentes. On les réécoute pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est quand même une série où on a que de l'audio, mais on a aussi un espèce d'habillage, un habillage à l'écran. C'est plus... là c'est pas trop de la comédie, mais c'est quand même de l'horreur épouvante, et c'est une série de 10 épisodes qui dure 8 à 13 minutes, je crois. Ouais, donc c'est assez rapide en fait à écouter. Et c'est trop bien. Ouais, c'est archi agréable en fait à écouter. C'est archi bien. Si par exemple vous voulez un conseil sur comment la regarder, je vous conseille de la regarder le soir. Dans le noir. Dans le noir, avec des écouteurs ou un casque, et vous serez dedans. Et l'avantage, c'est que ça peut se suivre avec des épisodes unitaires, mais vous pouvez aussi... si vous voulez creuser, il y a un lien entre les 10 épisodes. Ouais. Et il y a 3 saisons, et c'est vraiment très très bien. Je vous conseille. C'est une des meilleures séries françaises que j'ai jamais vues ces dernières années, donc foncez, c'est vraiment trop bien. Bah trop bien. Bah comme ça, on en a pour tout le monde, parce que là t'as proposé plein de différents supports, on va dire. Donc ça fait plaisir. Et bah Harry,
Merci d'être venu. Je voulais savoir, avant de finir, pardon, est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux et tout pour suivre les futurs projets? Parce que je sais, tu bosses sur plein de trucs et tout, même sur le Twitter on en a parlé. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, on peut parler. On est en train de reprendre le projet The Franchise où on a été un petit peu en pause. Donc là, on va reprendre. Vous pouvez voir sur le compte Twitter The Franchise, mais aussi vous pouvez me suivre sur Twitter si le cœur vous enchante. C'est @HarryEla, donc c'est un jeu de mots avec mon prénom. Donc c'est Harry ARYESTLA. T'es pas obligé de le mettre ça au montage. Si, je le mets. Mais il y a ça, et puis vous pouvez... c'est pareil sur Twitter, Instagram. Ouais. Et si... Moi, je fais de la photo, donc si juste la photo vous intéresse, vous allez sur mon compte qui s'appelle Caption Harry. CAP... vous verrez dans la description. Ouais, exactement. C'est Caption Harry. Et du coup, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir discuter. Je sais pas combien de temps ça. On a fait un bon 1h43 là. C'est pas mal en vrai. C'est cool. Ça fera un petit souvenir de la discussion et tout, c'est bien. Non, c'est cool. Mais en tout cas, merci d'être venu parce que franchement, ça fait plaisir et tout. On n'a pas forcément des profils, tu vois, comme le tien où ça change et tout, même artistique, même s'il va y en avoir pas mal là par la suite. C'est une promesse que je fais aux auditeurs. Il y aura plus de métiers artistiques très bientôt. Donc franchement, ça fait plaisir, tout le bal. De la nouvelle saison. Merci et donc c'était vraiment super en tout cas. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler avec Harry de son parcours le plus complet possible. J'espère que ça vous a inspiré, ou au moins ça vous a questionné sur ce que vous vouliez faire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais aussi un compte Insta, comme ça il y en a pour tout le monde, où je relaye les infos du podcast. Il y a bientôt des Reels, des TikTok qui vont aussi sortir. Donc voilà, et vous pouvez suivre toutes les infos du podcast dessus. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne va pas vous rater la semaine prochaine.